Eh bien, on va pouvoir démarrer. Eh ben, voilà, déjà, super content d'être là. Alors, pour moi particulièrement, parce qu'en fait, le jug, c'est une des sessions sur lesquelles enfin, quand je suis arrivé sur Lyon, c'est le premier meet-up sur lequel je me suis embarqué. Ça m'a permis un peu de construire mon premier réseau sur Lyon quand je suis arrivé. Voilà, je venais de Paris, j'avais des difficultés à trouver des missions. J'étais freelance à l'époque. Et pour moi, le jog, ça a été un peu le démarrage de ma vie lyonnaise, donc je suis content de le revoir aujourd'hui, même si je constate qu'effectivement, difficile la reprise après le Covid. J'espère, enfin voilà, faites passer le message, n'hésitez pas à dire à chacun, il y a quand même une super, je dirais, une super vie communautaire globalement sur Lyon, via le Lyon Tech Hub, d'autres associations qui sont reliées. Je vous invite vraiment à essayer de regarder un petit peu. Déjà, il y a un Slack qui est ouvert, je ne sais pas si vous y êtes dessus. Mais amenez vos collègues, franchement, ce serait bien que la vie tech sur Lyon reprenne. Bon, et de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler. D'abord, j'ai envie de savoir un peu certaines choses sur vous, et puis après, on va se présenter, puis on va parler un petit peu de alors, gestion de carrière, mais surtout seniorité, qu'est-ce que ça implique, etc., etc. Mais déjà, je voudrais savoir un peu quelques petits éléments sur vous. J'ai quand même un peu eu ma petite idée, parce que évidemment, ma première question c'était qui a moins de 6 ans enfin, 6 ans d'expérience et commence à se poser un peu des questions sur comment est-ce que je vais poursuivre ma carrière dans l'expertise technique, si jamais c'est un souhait en tout cas. Voilà, donc deux personnes, c'est ça? Moins de Moins de 6 6 ans et ans, ouais. qui se posent des questions un peu sur la suite. Ok. Et après, j'ai envie de savoir qui a plus que 6 ans d'expérience se retrouve dans une position où potentiellement, bah, justement, la question de la poursuite dans l'expertise se pose. Peut-être que la structure n'est pas adaptée, ou je ne sais pas, ou peut-être que il peut y Qui avoir code plein de encore, en fait. qui codent encore ou qui voudraient le faire, peut-être. Mm. Donc, j'imagine à peu près presque tout le monde Ouais, il y en a en qui dehors. managent. Voilà. Et est-ce qu'il y en a qui sont plutôt dans la dimension euh, soit management, soit en tout cas toutes les personnes un peu autour et qui cherchent à se poser la question de comment est-ce que je pourrais créer une structure chez moi qui permettrait un peu à toutes les personnes qui viennent de s'exprimer de progresser. Donc, c'est-à-dire engineering Aussi. manager. Ok. CTO, RH. Est-ce qu'il y a des RH dans la salle? Ok. Donc, ben, pour se présenter rapidement, je vais te laisser. Non, des- vas-y, vas-y. Ok. Non. Donc, moi, à part, moi, c'est Hugo Lassiège. Je travaille en tant que CTO et l'un des fondateurs de chez Malte. Donc, Malte, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation entreprises et freelance. Et je blogue aussi à mes heures perdues sur eventuallycoding.com. Donc là-dessus, vous allez trouver des choses assez variées avec des thèmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais globalement, c'est. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à la fin, je code, eventually coding. Tout au long de ma carrière, je me suis posé plein de fois la question justement, qu'est-ce que j'avais envie de faire? Alors, ça fait maintenant 20 ans que je travaille, un peu environ, et je me suis posé plein de fois cette question. À chaque fois, je suis arrivé à la conclusion que j'avais envie de rester sur l'expertise. Simplement, j'étais pas toujours dans des structures qui m'ont permis de le faire. Disons que euh, les entreprises dans lesquelles j'évoluais, il n'y avait pas forcément de chemin de progression possible. Et l'une des premières réponses que j'ai trouvées, c'était de dire bah, je vais devenir freelance. Voilà. Au moins, quand je suis freelance, je peux faire ce que je veux. Si je souhaite capitaliser sur mon expertise, bah, c'est via le freelancing que je vais le faire. Bon, il se trouve que j'ai fait d'autres choses, et puis au bout d'un moment, ben, il y a eu Malte. Et lorsque Malte s'est créé, je me suis dit, alors on était trois au début, hein, donc trois c'est facile, mais plus la boîte s'est structurée, aujourd'hui on est 500, ça représente à peu près 120 personnes au produit. Et forcément, c'est poser la question de comment est-ce qu'on structure une équipe comme celle-ci. Et moi, l'un des sujets qui m'intéressait, c'était de pouvoir répondre à la question que je me posais avant. C'est-à-dire comment créer une structure dans laquelle c'est possible d'évoluer sur les carrières techniques. Et voilà, donc c'est en partie ces sujets-là qu'on va aborder. Et évidemment, bah, comme on est quand même sur une audience un peu plus restreinte aujourd'hui, bah, ce que je pense c'est qu'on va pouvoir aussi discuter, échanger, que ce soit peut-être qu'on là on va aborder, on va adopter un modèle un peu différent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a largement la place de s'entendre. Et puis sinon, ce sera pendant l'apéro après. Dimitri?
Alors, Dimitri, pareil, même expérience du jug, mais pas à Lyon, à Rouen, où j'ai ouvert le jug de Rouen et créé, participé à la création de la conférence Codeur en scène, ou les prémices de Codeur en scène à Rouen. Donc, les communautés de dev locales sont effectivement une passion. Euh, Mon expérience, c'est j'ai jamais voulu être freelance. Je me suis toujours bien senti chez les éditeurs logiciels. Moi, je suis ingénieur et effectivement contributeur individuel avec une dizaine d'années où je codais pour des éditeurs logiciels principalement, que ce soit closed source ou open source. Et à un moment donné, j'ai basculé chez lesfurets.com où j'ai retrouvé le même mindset pour un site internet en continuous delivery, donc avec un mono-client qui est nous-mêmes. Donc on était notre propre éditeur de logiciels, mais on avait gardé le même mindset. Et donc du coup, une entreprise qui est vraiment bâtie sur le logiciel. Donc il y a vraiment, moi j'ai pas eu cette problématique-là parce que j'ai quasiment toujours été dans les entreprises dont le cœur du moteur c'est le logiciel et donc du coup l'expertise, cette partie-là, moi j'ai toujours pu m'éclater là-dedans sans avoir besoin d'aller voir autre part ou de faire du service ou de voir plusieurs entreprises pour capitaliser sur des connaissances. Donc là-dessus, pas la même expérience mais le même besoin de progresser techniquement, de connaître à fond des sujets techniques, besoin d'aller voir dans les jugs, d'aller voir dans d'autres domaines, des domaines d'expertise pour apprendre. Et mon domaine, moi, ça a été l'usine logicielle, continuous delivery, l'organisation des équipes de développement. Donc ça a déraillé vers un peu de l'agilité, du Kanban et compagnie à un moment donné, mais toujours pour la qualité d'organisation des équipes de développement pour produire du logiciel de qualité. Donc au final, moi, mon domaine et ce que j'ai adoré faire, c'est ça. Euh, Pareil, je me suis retrouvé accidentellement CTO chez lesfurets.com. Euh, Pareil, en responsabilité d'une équipe, donc moins codée, mais faire en sorte que les développeurs puissent continuer de progresser avec cette question de dual ladder, de question de qui a envie d'être contributeur individuel, coder toute sa vie, est-ce que c'est possible? On avait des sujets à Devox à ce moment-là, codeurs de plus de 30 ans, je crois, ou des choses comme ça. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est gérable? On a repris la question un petit peu différemment, et puis il y a des concepts qui sont venus des États-Unis aussi, qui ont permis de mettre des termes, des terminologies. Engineering Manager, Individual Contributor, Staff Engineer, donc on en reparlera, mais j'étais confronté à ça en tant que CTO. Et puis, bascule extracorporelle en tant que CPO. Je suis passé côté produit chez Aramis Auto pour voir un petit peu ce que ça fait d'être très tech en dehors des équipes de dev et de voir la contribution, les échanges. Donc ça, très rapidement, c'était vraiment passionnant, la relation produit tech. Se rapprocher des utilisateurs finaux, de ne pas les oublier, et de voir un peu comment on gère des projets plus en continu et on essaye d'éviter de faire des grosses specs énormes et de travailler plus en mode continuous delivery. Moi, le câblage que j'ai, c'est continuous delivery. Et chez Back Market, je vais pas m'étaler dessus, mais du coup, je suis revenu plutôt contributeur individuel dans l'organisation de Back Market. Donc, j'essaye d'aider Back Market à s'organiser avec plus de 250 développeurs. Et du coup, je suis repassé plus contributeur. Je code pas ou je code des outils pour les équipes, mais je suis plutôt voilà, en sorte de consultant interne sur l'organisation de Back Market pour le CTO. Donc ça, c'est assez intéressant. Et je suis co-organisateur de 2 événements, TechRox, qui est un réseau de CTO, de tech leaders pour échanger. Donc il y a un Slack gratuit où il y a 2000 Français tech leaders qui échangent. Et des conférences, et Flocon, qui est une conférence sur Kanban chaque année. Il y a de quoi faire une conférence que sur Kanban? Ouais. Waouh. Ouais, j'ai fait Scrum en 5 minutes aussi, qui dure 3 heures à Rouen, je crois qu'il y en a qui s'en souviennent. Mais non, on a de quoi faire. Ok. Alors, sur ce petit dessin, ce que j'avais envie de montrer, c'est un peu la représentation qu'on peut se faire de la seniorité dans une carrière. Très souvent, on se dit, ok, beaucoup de choses à apprendre, mais mon cap,
c'est le fait de devenir senior. Sauf qu'en réalité, je pense que vous l'avez tous vu, au bout de 6 ans, et encore, il y a des boîtes où c'est même moins, on est déjà estampillé senior. Mais c'est un peu étrange parce que quand même il reste pas mal d'années derrière. Il reste quoi, 35 ans de carrière? Et encore, ça va dépendre un petit peu de la suite. Donc j'ai envie de dire, il y a peut-être quelque chose qui cloche, mais finalement est-ce que c'est un problème? On peut se poser cette question aussi. Est-ce qu'on a de quoi parler de tout ça aujourd'hui? J'ai envie de vous dire que oui, c'est un problème dans le sens où, enfin plutôt ça peut cacher un problème. Ça peut cacher un premier problème, c'est est-ce que votre entreprise attend de vous que vous apportiez plus de valeur? En fait, est-ce qu'elle considère que finalement vous êtes senior à 6 ans, vous serez peut-être senior à 40 ans, 50 ans, etc. Mais au final, elle attend pas plus de différence que ça entre ces différentes phases-là. Donc est-ce que c'est le cas? Auquel cas, vous allez peut-être avoir des soucis, par exemple, de progression salariale. Peut-être. Deuxième sujet, c'est peut-être que vous-même, vous êtes dans une situation où c'est confortable et que vous n'avez pas forcément envie d'en sortir. C'est-à-dire que, ok, j'ai atteint un certain cap en termes d'expertise technique. Désormais, j'arrive à bosser dans une petite bulle sur laquelle ça fonctionne. Mais j'arrive pas à aller au-dessus. Et peut-être que ça me convient parce que finalement, bah, j'ai envie de dire, une fois qu'on a atteint ce cap d'expertise, c'est vrai que c'est un peu plus confortable de faire la suite, quoi. Donc si dans tous les cas vous dites à l'inverse, j'ai envie de progresser, je ne sais pas comment, je me pose des questions sur mon apport dans l'entreprise, mais dans mon entreprise j'ai l'impression que la seule voie possible c'est le management. C'est-à-dire qu'en fait à chaque fois on me dit si tu veux progresser c'est en devenant chef de projet et autres. Bah, j'ai envie de vous dire non, il y a quand même une bonne nouvelle, bah, une bonne et une mauvaise. C'est-à-dire que la bonne c'est que non en fait ça s'arrête pas à senior. La mauvaise, c'est que, je vous cache pas, il y a quand même enfin, la pente est quand même ardue, quoi. Il y a quand même des choses à faire derrière. Et donc, on va parler un peu de tout ça. Et je vais te laisser la main. Ouais. Alors je te laisserai, tu veux que je te Ouais, laisse je passer passe, les je passe. slides. Pour le contexte aujourd'hui, c'est vraiment cette partie-là senior et après dont on va vouloir parler, mais on peut quand même juste rappeler de ce qui se passe avant, entre la sortie d'école, les premières années de développement. Donc, ce qu'on a, on a créé, quoi, on a rappelé une échelle des postes standards, plutôt comme le voient les grosses boîtes de soft mondiales, qui vient plus des États-Unis, mais c'est les terminologies assez classiques qu'on essaye de rappeler ici. Donc junior software engineer, après il y a plein de terminologies, mais on peut se dire qu'il y a 2-3 ans pour chaque étape de progression dans la compétence à programmer pour une équipe du développement logiciel, ce qui est assez standard. Si tu avances, et du coup, pour tout le talk d'aujourd'hui, que vous le soyez ou pas, on se positionne ici. On imagine que vous êtes senior développeur, donc vous avez 6, 7, 8, 10, 12, 15 ans d'expérience, mais estampillé senior software engineer, et on se demande qu'est-ce qui se passe ensuite. Ce que disait Hugo, c'est la branche classique. Alors, on n'a pas mis gestionnaire de projet parce que on ne sait plus ce que c'est, mais engineering manager, donc c'est lead d'équipe, pilotage d'équipe. On vous met en responsabilité pour embaucher, développer des équipes de développement logiciel. Après, selon la taille d'entreprise, il peut y avoir pas mal de strates, mais plus on gère d'équipes, plus on manage, il y a des grades qui suivent dans ce qu'on appelle le manager pass. Il y a un bouquin très bien sur le sujet, c'est comment être manager tech, de s'occuper d'équipes de développement logiciel. Et quand on est ici, tout le monde nous dit qu'il n'y a que ça qui existe, grosso modo. Après, la question du jour, c'est quoi à gauche? Et du coup, communément, on peut se dire qu'il y a la question d'architecte, d'architecture. Ça, celle-là, elle est assez connue. Il y a des postes d'architecte. Mais les terminologies qu'on a repris, c'est staff engineer, qui est vraiment le passage ici de une ligne qu'on appelle individual contributor. Donc on reste développeur,
first citizen, donc c'est notre boulot, c'est de coder tous les jours, et on produit de la valeur pour l'entreprise par le développement logiciel. Et c'est cette branche-là qui s'appelle Staff Engineer, Principal Engineer, Distinguished Philo et CTO. C'est les contributeurs individuels des choix et de la mise en place de briques technologiques. Et selon la taille, pareil, d'entreprise, ça n'existe pas forcément dans toutes les boîtes, mais à partir d'un certain niveau, on peut avoir besoin d'autant de strates que ça. Et donc du coup, on a de ce tronc commun-là, 2 branches, individual contributor ou manager, qui existent. Donc c'est la dual ladder. Dans pas mal d'entreprises, on parle de dual ladder. Il y a une track de manager, mais aussi une track de contributeurs individuels, avec quelque part une sorte d'équivalence de grade pour l'entreprise. Moi j'étais chez les Furets, toute cette partie-là n'existait pas. On a dû la construire ensemble, justement pour que des senior software engineers aient une promotion et un équivalent de grade par rapport au grade de manager du reste de l'entreprise, pour pouvoir participer aux mêmes strates de l'organisation de l'entreprise. Il y avait des groupes de leadership ou de niveau de responsabilité très élevés dans l'entreprise. On n'arrivait pas à mettre les architectes ou des codeurs très expérimentés avec des gros salaires dans ces structures-là. Grâce à cette ladder et cette équivalence de niveau, on a pu le faire. Dernier point, on peut passer d'une branche à l'autre. Je pense que c'est le prochain slide. Tac. Le pendulum. Donc ça, c'est une partie difficile qui est assez peu connue. Il y a un article ultra intéressant de Charity Major qui s'appelle Tech Pendulum ou Engineering Pendulum, qui dit que on peut faire les deux, mais il vaut mieux pas le faire en même temps. Donc ceux qui codent et qui managent, il y en a dans la salle, c'est beaucoup plus dur. Parce qu'on ne peut pas coder full-time et être disponible pour ses équipes en même temps. Donc, mais par contre, faire l'un ou l'autre est possible, passer de l'un à l'autre est possible. Et du coup, l'article, il est dans les notes, mais il est ultra intéressant pour se structurer un peu dans l'approche que les deux sont possibles. Je rajouterais, c'est aussi une question de contexte, hein. C'est-à-dire que et de taille de boîte. Il y a des boîtes dans lesquelles c'est évidemment beaucoup plus envisageable de faire les deux, parce que la complexité du logiciel est moindre, et donc on arrive à un peu switcher. Maintenant, c'est sûr que quand on est câblé, on n'est pas sur les mêmes échelles de temps, quoi. Court terme, moyen terme, long terme, lorsqu'on fait du management et lorsqu'on fait de la contribution individuelle. Et c'est hyper dur de passer de l'un à l'autre. Donc c'est, à un moment ou à un autre, on finit par faire des erreurs, on finit par bouffer du temps sur un truc, et soit on va alors soit on a la chance d'être dans une équipe qui fait que ça compense parce qu'il y a d'autres personnes qui sont capables de faire un bon travail sur la partie développement, ou des gens qui sont assez autonomes et donc ont besoin d'être un peu moins managés. Mais à la fin quand même, ça reste un comment dire, à un moment ou à un autre, on fait basculer l'équilibre et forcément on va pénaliser l'un des deux sujets. Le petite note personnelle que les gens qui sont fortement motivés à faire cette branche-là, en tant que CTO, en tant que manager de ces gens-là, je me suis toujours attaché à leur faire une expérience ici. Pour une seule bonne raison, c'est qu'ils deviennent plus faciles à manager. Quand ils n'ont pas forcément réussi à le faire, ça reste intéressant. Et puis ils y arrivent aussi généralement assez bien. Mais l'intérêt pour moi, c'était qu'ils comprennent tous les contextes de management et que du coup, ils sont beaucoup plus collaboratifs avec la branche managériale parce qu'ils ont compris vraiment l'intérêt fondamental de créer les conditions de succès pour l'équipe versus coder. Ça, c'était intéressant. Ouais. Donc du coup, tout finit par être une question de salaire à un moment donné. Et si on veut avoir de la progression, ce que disait Hugo, quand on est senior, on peut rester senior toute sa vie et faire ce que l'entreprise nous demande. On va parler de ça un petit peu après. Mais si on veut progresser, il faut mériter des promotions pour l'entreprise, que l'entreprise soit contente de vous augmenter. Et comment on explique qu'une entreprise vous augmente en tant que senior,
C'est vraiment cette question-là. Donc on va chercher à avoir suffisamment d'impact pour l'entreprise pour mériter que les augmentations soient naturelles, quoi. Et donc du coup, le but du jeu, c'est pas de suivre justement le, le- le- les progressions des salaires dans l'entreprise, mais c'est aussi d'avoir des promotions, de pouvoir aller plus vite. Et ça, il faut trouver comment faire, comment avoir de l'impact. Tu m'avais dit un truc une fois que j'avais beaucoup apprécié, c'est parce qu'en fait, la courbe du bas, attention, hein, c'est pas une courbe par défaut. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui vont entre guillemets s'arrêter au niveau de senior. euh, et il n'y a absolument rien de négatif là-dedans. On peut développer son expertise technique, on peut avoir un impact dans l'entreprise, mais c'est vrai qu'il va peut-être manquer des petites choses sur d'autres parties. On va en parler après, business sense, leadership, etc. Mais c'est pas forcément grave en soi. Ça peut être un stade, entre guillemets, j'attends de tout le monde qu'il passe de junior à senior. Disons qu'un junior qui a 20 ans d'expérience, là je me dirais il y a quand même un petit truc qui va pas. Par contre, je m'attends pas forcément à quelqu'un, de tout le monde d'arriver staff engineer, principal engineer, etc. C'est pas une obligation du tout. Mais moi, ce que tu m'avais dit une fois, tu m'avais parlé aussi en termes financiers, et tu m'avais dit, euh, en fait, à un moment, il faut aussi qu'il y ait un retour sur investissement, entre guillemets, sur les personnes. On va parler d'OPEX et de CAPEX. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça. Mais disons que ce qui est logique, hein, c'est que l'impact que vous avez dans l'entreprise, donc la capacité à finalement faire bouger un peu les lignes dans une entreprise et générer du revenu de façon directe ou indirecte, bah, c'est aussi ça qui fait qu'on va vous payer plus parce que l'entreprise elle est en bonne santé. Je veux dire, c'est la santé de l'entreprise et la fin et la capitalisation qu'elle fait sur les personnes qui se reflètent en fait dans tout ce qu'on est en train de raconter. Potentiellement, ce qu'on vient de voir juste avant sur la dual leader, ça ne s'applique pas dans toutes les boîtes parce qu'il y a des modèles économiques de certaines boîtes qui ne peuvent pas se le permettre. Voilà. On va pas. Donc, pour moi, c'est à retenir alors, si vous avez une structure qui est suffisamment grande pour que cette voie-là, la question de cette voie se pose en disant il faut qu'on ait des développeurs qui soient vraiment très seniors, très contributeurs. On en a besoin de codeurs seniors parce qu'en fait, s'il n'y a pas de codeurs seniors dans l'entreprise, qu'il n'y a que des juniors, il y en a 200, on sent qu'il y a un petit truc qu'on rate. Petit. Euh, et du coup, c'est un peu comme l'usine logicielle. Si elle n'existe pas dans l'entreprise, personne ne va vous la demander. Il faut la fabriquer. Et du coup, n'hésitez vraiment pas à contribuer à la création de la track individual contributor. La track manager, généralement, elle existe. Mais la track individual contributor, donc si vous êtes senior manager, CTO ou dans votre entreprise, ça mérite de s'y pencher, de la construire pour construire de la reconnaissance, y compris financière, pour les contributeurs individuels et donner un sens. Ça existe aussi dans les autres métiers, juristes ou probablement dans d'autres métiers à expertise dans l'entreprise. Il y a ces questions-là qui peuvent se poser. Donc ça, je ne vais pas me répéter sur la progression de salaire, mais il faut donner juste une logique pour l'entreprise de pourquoi on va payer un développeur 100 000 euros ou plus. Ça a un intérêt à expliquer pourquoi. Et c'est quoi la façon d'avoir un impact. Ouais, parce qu'il y a un terme ici, qu'on va répéter beaucoup, c'est l'impact. Et si on avait une discussion, voilà, tous ensemble, je vous poserai sans doute cette question-là. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui bosse avec moi et on a régulièrement cette question, c'est euh, est-ce que vous avez créé de l'impact? Alors, si je vous pose cette question comme ça, potentiellement, vous allez réfléchir, vous allez dire oui, je pense, j'ai fait ceci, cela, etc. Maintenant, si je commence à vous titiller un petit peu sur est-ce que vous êtes en mesure de le chiffrer? Est-ce que vous êtes en mesure, euh, alors quand je dis le chiffrer, c'est-à-dire ça peut être des métriques spécifiques que vous aviez données comme critères de succès à l'origine, ça peut être aussi des métriques business pour l'entreprise. Tout de suite, ça devient pas toujours simple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on se dit, mais en fait, ok, moi je suis sûr que c'est mieux, j'ai une conviction profonde que c'est mieux ce que j'ai fait, mais je ne suis pas forcément en mesure de l'expliquer. Moi, je peux te chiffrer la discussion qu'on a eue là justement sur le CAPEX et compagnie, c'est que pour moi, un ingénieur doit rapporter 10 fois son salaire. Dans le sens où l'entreprise investit 10% de son revenu en R&D. Et si la R&D, c'est le salaire du développeur, principalement, bah, un développeur doit générer 10 fois son salaire en impact pour l'entreprise.
est-ce que vous générez 10 fois votre salaire dans l'entreprise? C'est un peu provoque, mais... Bah, En tout cas, ouais, vas-y. Non, c'est bon. cette notion d'impact, euh, ici, là, j'ai voulu la modéliser. C'est une façon dont on a créé en fait les chemins de carrière chez Malte. Et on s'est posé cette question de l'impact, mais surtout, on s'est dit en fait ça a quand même un rapport avec la sphère d'influence, la sphère, le scope de personnes qu'on va réussir à toucher. Et donc à chaque niveau, on s'est dit, junior, confirmé, senior, etc. On s'est dit en fait, en théorie, on attend d'avoir un certain impact, une certaine influence dans des groupes de plus en plus larges. Et on a utilisé donc cette grille de lecture pour mettre des critères en fait à chaque fois qu'on passe un échelon, un niveau, appelez ça comme vous voulez dans le chemin de carrière chez Malte. On a mis des critères qui ne sont pas uniquement des critères techniques. Ça, c'est pas uniquement vous avez réussi à maîtriser telle partie de la code base, vous avez réussi à faire ceci ou cela, vous êtes sensibilisé à je sais pas, la qualité logicielle suivant nos critères. C'est pas uniquement ça. Évidemment que ça y est, mais c'est pas uniquement ça. Donc, si je prends chaque level, par exemple junior, on considère que la sphère d'influence de quelqu'un qui est junior, c'est d'abord lui-même. C'est d'abord quelqu'un qui va chercher à progresser. Donc, qui va... Déjà beaucoup. Et c'est tout à fait, c'est déjà pas mal parce que on est dans un secteur, vous le savez, il y a beaucoup de veille technologique, il y a beaucoup de briques technologiques à découvrir, mais il y a aussi des façons de travailler, des méthodologies à apprendre. Donc déjà, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Globalement, ces petites phrases-là, à chaque fois, ça reflète un petit peu ce que vous êtes censé faire à ce niveau-là. On vous donne quelque chose d'assez prémâché sur lequel vous êtes en mesure de le construire et souvent pas seul. Simplement, à cette étape-là, lorsque je parlais tout à l'heure des critères en fait, qu'on va poser, nous, en plus dans le Career Pass de Malte, chemin de carrière, Career Pass, c'est, par exemple, est-ce que vous êtes en mesure de définir à quoi sert l'entreprise? Est-ce que vous êtes en mesure de définir quels sont les autres compétiteurs de la boîte sur le marché? Est-ce que vous pourriez, en 30 secondes, à quelqu'un que vous croisez quelque part, décrire votre travail et celui de la boîte? C'est pas forcément des trucs hyper développés, on va pas forcément s'attendre à quelqu'un qui va nous faire un pitch un elevator pitch dans un concours, mais on va quand même le titiller un peu sur cette partie-là. Confirmer, vous commencez à avoir de l'impact sur une sphère un peu plus grande. Alors, une équipe, on appelle ça, donc chez nous ça s'appelle une squad, mais peu importe le nom que ça a, en gros c'est 5-6 personnes. Vous commencez à être un peu plus à l'aise sur une stack technologique, donc les sujets que vous êtes en mesure de prendre sont peut-être un petit peu moins bien définis et vous êtes un peu plus autonome. Senior, il y a déjà quelque chose d'intéressant ici, c'est que vous n'êtes plus en train uniquement de vous poser la question de comment je construis quelque chose de complexe et de façon autonome, mais est-ce que je travaille sur les bons sujets? Et ça, c'est déjà un sujet important. Je me pose la question, avec du recul, est-ce que ce sur quoi je bosse, c'est vraiment ce qui est utile pour la boîte? Alors, à ce moment-là, on va plutôt se poser la question, est-ce que c'est utile déjà pour mon équipe, Alors, chapter et guilds, si vous n'êtes pas familier de ces terminologies-là, ça veut dire des communautés de pratique. Donc c'est en gros toutes les personnes qui partagent les mêmes compétences, par exemple, de l'entreprise, qui vont se regrouper et qui vont commencer à parler, par exemple, d'architecture, etc., etc. C'est notamment savoir quand il y a plusieurs équipes, vous êtes dans une équipe, mais vous êtes au courant de ce que font les autres. Vous n'êtes pas juste focalisé sur ce qui se passe à l'intérieur, vous êtes au courant de ce que font les autres, et s'il y a d'autres pratiques dans d'autres équipes, vous êtes capable de faire des allers-retours. C'est déjà déjà quand on pose cette définition-là de senior, je me rends compte qu'il y a quelques personnes qui, considérées comme seniors dans une entreprise, n'ont pas forcément ce recul sur est-ce que je travaille sur les bons sujets. Alors, c'est aussi une question de contexte, c'est aussi parce que le contexte de l'entreprise dans laquelle ils évoluent ne leur demande pas de le faire. Mais ça, c'est quelque chose justement qu'il va falloir apprendre à cultiver. Ou ils sont perçus comme pénibles. Et du coup, ils ne le font plus. Là, on commence à attaquer donc les premières parties que
peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas. Alors, je voudrais d'ailleurs savoir qui avait déjà entendu parler de Staff Engineer, Principal Engineer. Un petit peu. Ok. Donc, à ce stade-là, on est sur des personnes, on va attendre qu'elles sachent définir les objectifs. Alors quand je dis ça, c'est, je ne sais pas si vous connaissez la méthode des OKR. C'est un exemple d'implémentation, hein, c'est pas le seul qui existe, mais en fait c'est au sein d'une entreprise, on va se fixer des objectifs chiffrés, on va se dire ok, ah tiens, exemple, chez Malte, on a un objectif sur l'expansion internationale, et ça on l'a décliné en plusieurs sous-objectifs chiffrés. Et ça, on l'a ensuite redécliné au sein de la stratégie produit pour dire voici ce qu'on doit réussir à faire sur telle et telle partie du logiciel de façon à favoriser l'expansion internationale. Un staff engineer, c'est une personne donc, qui va être en mesure de prendre ces objectifs-là et lui-même eux-mêmes de les décliner en problèmes à résoudre. Quels sont les beaux problèmes sur lesquels il faut se focaliser si on veut réussir à contribuer tous aux objectifs de la boîte? Et imposer ses idées. Alors il y a une notion de... C'est pas imposition, mais on va revenir là-dessus. C'est la définition française d'imposer, pas la définition lyonnaise. Je ne connais pas vos pratiques, mais... Donc on va être sur des personnes qui sont en mesure vraiment de prendre du recul, de poser les stylos, de prendre du recul, d'identifier un peu des sujets clés sur lesquels il va falloir travailler, et donc de contribuer à la stratégie. Là où le principal engineer, le ou la principal engineer va justement être un petit peu, va avoir un peu plus d'influence, c'est que c'est une personne qui va même être en mesure de travailler sur les fameux objectifs dont je parlais juste avant. C'est pas uniquement à partir de l'objectif je vais déterminer quels sont les problèmes à résoudre, c'est plutôt je vais contribuer à créer cette stratégie. Donc on est sur quelqu'un qui va pouvoir être sur une vision 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est donc quelqu'un qui a une sphère d'influence au niveau de la boîte en entière. Encore une fois, contextuel. Votre boîte, elle fait 200 personnes ou elle en fait 5000, c'est pas la même chose. Mais on est quand même sur des personnes qui sont capables d'avoir une influence sur cette stratégie globale. Et puis enfin, distinguished, philo, ce sont des personnes qui ont... Enfin, vous prenez tout ce qu'on vient de dire là juste avant, et vous le reportez sur l'industrie complète. Ça veut dire quoi, avoir un impact sur l'industrie complète? Ça peut être soit des choses que vous connaissez sans doute, mais sur des méthodologies, des outils, des choses comme ça. Mais ça, c'est peut-être la version un peu, entre guillemets, facile, parce que tout le monde le voit. Mais c'est aussi des personnes qui vont avoir une influence en fonction de votre secteur. Je sais pas, quelqu'un qui a contribué à normaliser un format un peu standard au sein de toutes les boîtes du même secteur. C'est quelqu'un qui a trouvé une nouvelle façon de faire, par exemple, sur la reconnaissance d'image, qui a amené une nouvelle façon de faire de la reconnaissance d'image, etc., etc. Donc il y a plein de façons d'avoir un aspect un impact sur l'industrie. Évidemment, quand je dis plein, ça ne veut pas dire qu'il y a des milliers de personnes qui sont là. Ça me donne une petite idée en fait d'essayer de donner un repère sur le nombre de personnes tech sur qui vous avez de l'influence. Quand là c'est tout seul, parce que du coup c'est ça, tu dis tout seul. Une squad c'est 6-7 personnes. Chapter ou product line, tu as envie de dire c'est 6-7 squads, parce que au niveau on manage 7 personnes, donc on va regrouper tout par plutôt 7. Donc ça va être 40-50 personnes sur ces deux niveaux-là. Et au niveau de l'entreprise, c'est 350. Si on va dire, on peut aller plus loin que 50, mais en grosso modo 300-400 personnes maximum. Et l'industrie, on peut se dire que c'est 4-5 000 personnes, quoi. Donc c'est un peu l'impact en tant que tech, combien de personnes tech on est capable d'influencer. Je trouve que ça, on n'en a jamais parlé vraiment, mais ça peut donner une autre vision du sujet. C'est combien de personnes tech vous êtes capable d'influencer, qui se référencent à vous, qui viendront vous poser des questions s'ils ont des problèmes, quoi. Alors on va prendre des exemples. Voilà. Ce sera Y en plus a parlant. là, en fait, effectivement. Ken Beck, probablement un des philo ou distinguish les plus connus, qui a créé pas mal d'outils, notamment JUnit et l'extreme programming. C'est la définition même pour moi effectivement de quelqu'un qui a un impact sur l'industrie et notre industrie. Et chez Gusto, il a été, et chez Facebook aussi, il a été philo, c'est-à-dire on lui a dit viens, c'est tout.
Et quand on regarde dans son LinkedIn, allez voir son LinkedIn, et il s'est permis d'aller recoder certaines parties du système, pas que juste dire il faut s'organiser différemment, quoi. Mais aussi sur de la méthode, sur des pratiques, sur de l'organisation, quoi. Donc ça c'est assez curieux. Je ne sais pas si c'est que du LinkedIn ou si c'est réel, mais Gusto, je pense que son aventure chez Gusto, c'est vraiment la notion de philo. Moi, je sais que c'est un terme qui vient de chez IBM, que j'avais déjà croisé dans les années 2000, qui, moi, m'impressionnait, de dire, bah, tu es embauché par une boîte qui te dit, fais ce que tu veux, ça fait 25 ans que tu es dans la boîte, tu as tellement prouvé de choses que on te fait confiance maintenant, tu définis les sujets, quoi. C'est le 20% Google appliqué à 100% de ton métier. Mais ça fait du sens, en fait. C'est dans cette notion de ce que disait Hugo, de on te fait confiance pour définir les bons problèmes à résoudre. Et pas quand tu donnes un avis, on te dit t'as rien compris, fais la solution qu'on a implémentée, nous, en tant que business dans l'entreprise. Non. Là, il y a vraiment cette construction qui est intéressante. Après, je vais passer assez rapidement, mais Nea Principal chez Kafka, c'est une contributrice open source qui a vraiment ce rôle de contributeur dans le monde open source. On comprend que la chaîne individual contributeur, elle fait du sens. C'est les développeurs, ils contribuent par leur capacité à développer. Les leaders sont aussi des développeurs. Et on n'a pas d'engineering manager trop dans le domaine open source. C'est par la contribution, c'est vraiment du pur individual contributeur. Donc d'avoir des gens qui sont principals sur la partie Kafka, c'est intéressant. Et après, ces trois Français, là, c'était un talk plutôt sur Devox, et c'est des gens qui sont assez connus, mais même dans l'univers Java. David Gageot, principal chez Doctolib, c'est globalement l'architecte en chef, mais qui est les mains dans le code. C'est quelqu'un qu'on connaît assez bien dans le domaine Java pour avoir les mains dans le code depuis très très longtemps et qui ne lâchera pas. Et pourtant, il est principal, donc architecte en chef chez Doctolib. Il s'occupe de l'architecture de Doctolib. Et Julien Viette, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé chez Exo Platform et je l'ai vu du coup en tant que staff engineer s'occuper de est-ce qu'on est en train de résoudre les bons problèmes pour Exo Platform. Je l'ai vraiment avant que Hugo fasse la définition que j'avais pas, mais ça m'a vraiment rappelé que il allait regarder sur qu'est-ce qui peut mal se passer dans le système, donc tests de perf ou des choses comme ça. Il a pris son laptop et il a commencé à faire des tests de performance. Il n'a pas demandé à la QA de le faire. Il est allé voir lui-même sur le système s'il y avait une nécessité ou pas de creuser, quoi. Il s'est fait son propre avis. Plus sur d'autres sujets, mais je l'ai vu chercher des problèmes. Chercher des problèmes à résoudre. Est-ce que c'est les bons Est-ce que je mets de l'influence là-dessus, quoi. Et il est chez Red Hat sur Vertex maintenant. Donc sa quête de problème est arrivée chez Vertex. Et Audrey Neveu, c'est plus une Rouennaise, donc là-dessus, il n'y a pas de... c'est quelqu'un, pareil, qui est au début de cette carrière-là et qui cherche à rester développeur, contributrice individuelle, que je vois passer d'entreprise en entreprise, toujours en étant passionné par le développement, par les problématiques, donc sur ce chemin-là, sans aucun doute. Et du coup, petite matrice, petite cartographie pour savoir comment se repérer un peu sur comment grandir en tant que tech. Il y a deux axes qui sont assez évidents, c'est les compétences tech. Donc il y a une grille, après on pourra la retrouver, je ne sais plus si on a mis la source, mais c'est d'être meilleur technologiquement, de comprendre. L'autre axe, c'est l'efficacité, être capable de sortir, de livrer des sujets, pas uniquement les comprendre, mais les livrer. Donc ça, c'est les deux axes sur lesquels on s'attend à ce qu'un senior développeur soit assez bon. Et ce qu'on ignore, et ce qu'on ne regarde pas assez, c'est l'influence sur les personnes. Donc tout l'axe qu'on va appeler leadership, qu'on va détailler après, et aussi sur la partie business. On a trop souvent le réflexe de se dire le business, c'est pas nous, je regarde pas. Mais pour trouver les bons problèmes à résoudre, il faut aller regarder. Donc il n'y a pas de doute. Les deux axes là, qui nous importent avec Hugo, c'est leadership, people. Comment, en tant que contributeur individuel, on continue de s'occuper de l'organisation, de la qualité d'organisation des personnes, et la pertinence technique pour le business de ce qu'on fait.
Malheureusement, la tech ne se situe pas que là. Et donc du coup, pour trouver de l'impact, là ça apparaît. On a besoin de ces points-là. Je sais pas si c'est pas toi qui le. Tu veux que je prenne la main? Ouais, ouais. Ça, c'est différent. Alors moi, j'aime bien les petits mots en rouge là que vous Mm. voyez, parce qu'en fait, ils commencent à parler d'autre chose que de technique. C'est une question d'attitude. Comment est-ce que je sais euh, comment est-ce que j'identifie les problèmes sur lesquels il va falloir travailler? Et ben des fois, c'est en posant les stylos. Donc oui, en tant que contributeur individuel, même en tant que développeur, l'objectif c'est pas de coder sans arrêt, parce qu'en fait, à être tout le temps la tête dans le guidon, on oublie de regarder un peu ce qui se passe autour et on oublie de voir les problèmes réels qu'il va falloir résoudre. Donc un des vrais sujets, c'est de savoir poser les stylos. Deuxième sujet, c'est de savoir mesurer. Ok, je pose un constat. Ça, je considère que peut-être on pourrait l'améliorer. Mais je vais devoir le prouver. Je vais déjà être en mesure de dire ça, il y a des métriques qui me démontrent que ça fonctionne plus ou moins bien. Je vais être en mesure de démontrer qu'on va pouvoir faire mieux, qu'on pourrait faire mieux, et donc de positionner des nouveaux objectifs. Il va falloir que je convainque différentes personnes, ça on va y revenir juste après. Évidemment, ça c'est en boucle. Ça c'est comme ça qu'on va réussir à créer de l'impact. C'est pas en se jetant évidemment tête baissée sur tous les problèmes qui arrivent. Il y a vraiment une notion de quantification pour l'équipe, l'entreprise, la communauté de pratique, etc., etc. Et alors, justement, comment est-ce qu'on va développer tout ça? Il y a un truc sur lequel on a un petit peu menti tout à l'heure. On a dit, il y a une dual leader, d'un côté le management, de l'autre côté la contribution individuelle. Et c'est tout. Mais en réalité, le leadership, c'est une autre forme de management. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que souvent, si j'ai une discussion avec différentes personnes, qu'est-ce que c'est que le management pour vous? Je vais avoir des réponses un peu dans tous les sens. Je vais avoir des choses assez naïves. C'est quelqu'un qui tient un fichier Excel avec la liste des personnes de l'équipe et qui met des petites annotations de temps en temps. Ça encore, c'est la version gentille. Il y a des versions moins gentilles. Mais bref, en gros, c'est la suite Office, quoi. Ah non, c'est pas que ça, du tout. Le management, si on regarde la définition telle qu'on peut la trouver sur Wikipédia par exemple, c'est l'ensemble que je me rappelle, je crois que je l'ai noté, c'est l'ensemble des techniques d'organisation et de gestion pour conduire, piloter l'action des individus. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que si je suis à l'initiative d'une réunion parce que je pense qu'il y a vraiment un sujet sur lequel il faut qu'on discute tous ensemble, j'ai fait preuve de management. J'ai utilisé des compétences de management. Si on fait cette fameuse réunion et qu'à la fin, j'ai fait en sorte qu'on en sorte avec des actions et qu'on les suive dans le temps, pareil, j'ai fait encore preuve, j'ai fait appel à des compétences de management. C'est pas sale. Ça mon truc. C'est ça que je veux dire. Quand on voit ici Coding the Company, j'ai fait exprès de représenter une personne qui fait plusieurs activités. On n'est plus à 100% à coder, c'est vrai. D'accord. Et c'est pas mal, c'est pas grave. Il faut accepter effectivement qu'il y a d'autres choses à faire pour que le développement sur lequel on bosse, il ait plus d'influence, il ait plus d'impact. Il va falloir faire en sorte d'amener des gens avec soi. Il va falloir faire en sorte de bosser sur les bons sujets. Là, on est en petit comité. On a dit qu'on était ouvert à de l'interaction. On n'en a pas eu beaucoup encore. Je pense qu'à partir de maintenant, c'est là où on peut avoir le plus d'interaction. Parce que tout le début de la présentation était plutôt sur le standard, sur ce qu'on essaye d'expliquer. À partir de maintenant, c'est là où on a envie d'échanger avec vous sur ces principes-là, sur l'axe de leadership et le business. Donc n'hésitez vraiment pas à poser des questions là maintenant. Et Hugo vous laissera pas parler. Mais, Si. ouais. Pourquoi contributeur? Je vais répéter les questions. Ouais. Pourquoi contributeur individuel? Hmm. Ouais. Non, c'est vrai. Et en fait, il y a une influence qui est plus large. Par contre, non, mais tu as raison. Alors, c'est
une appellation qui est globalement la même dans toute l'industrie. C'est pour ça qu'on la reprend Si telle tu quelle. remontes, on a quand même mis leadership track. Donc c'est vraiment la track leadership où c'est influent plus que chef manager. Donc c'est vraiment la partie influence. Contributeur individuel, c'est parce qu'ils codent. Donc ils sont quand même, leur contribution, c'est le code qu'ils produisent. Et ça, on a besoin de le dire. Parce que c'est pas architecte où je fais des plans et j'explique comment les gens doivent faire. Ça reste de la contribution. Ouais, si on Un devait expert, c'est de l'expert qui a de l'influence sur les personnes. si on devait simplifier hands-on, heads-off, quoi. C'est un peu ça. Mais je suis d'accord que ça cache une certaine notion un peu collective quand on parle de contribution individuelle. Je suis d'accord. Tout comme le manager ne fait pas que manager. Et en fait, justement, le fait de dire que la contribution individuelle, elle ne se résume pas à l'expertise, il y avait un peu un indice tout à l'heure, c'est que la branche qu'on voit là, staff engineer, etc., elle n'est pas pile poil à la verticale de l'autre. Je fais la météo. Et c'est vraiment voulu hein, dans cette représentation-là. C'est-à-dire qu'il y a un réel pas de côté à faire. Ce pas de côté, c'est justement prendre conscience un peu plus des impacts business, même si, j'ai envie de dire, c'est censé être le cas déjà avant, mais c'est à ce moment-là que ça va commencer vraiment à se traduire dans les actions. Moi, vraiment, ce qui me marque là, chez Back Market et puis les discussions, c'est qu'on sort de la sphère de l'équipe. Ici, là, on est dans une squad, on est dans une équipe, et là, on sort de la sphère d'une équipe, et du coup, il y a de l'interaction humaine, du coup, il faut sortir de cette... juste de réaliser les objectifs de l'équipe. On peut être à l'intérieur des équipes, donc les principals sont quand même dans une équipe principalement, mais ils ont ce rayonnement plus large, quoi. Ouais, très 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 bon point. C'est que c'est presque une façon, je ne suis pas sûr que ce soit le seul critère, mais c'est presque une façon de vous dire est-ce que je suis en train de devenir staff est-ce que je discute avec des personnes? Est-ce que je discute avec, par exemple, mon directeur financier? Est-ce que je discute avec, je sais pas, un sales chez moi? Est-ce que je discute avec quelqu'un du marketing, etc. Alors, ce ne sont pas les seuls signaux, mais s'ils n'y sont pas, j'ai envie de dire, il y a quand même un truc bizarre, quoi. À partir du moment où vous commencez à vous intéresser aux autres métiers, c'est là où vous allez commencer à être beaucoup plus pertinent sur les problèmes à résoudre, justement. Donc, il y a un peu cette notion supplémentaire. À quel moment, justement, alors, c'est un peu lié à ce que je viens de dire, quand on commence un peu à discuter avec d'autres personnes, mais j'ai envie de vous montrer par contre deux anti-patterns. Enfin, de vous en parler de deux anti-patterns. Ça, c'est un framework qu'on va retrouver beaucoup dans les boîtes qui font du produit, qui s'appelle Discovery Delivery. Je ne ferai pas la même blague que... et dans ce framework-là, on va en fait, dans un premier temps, définir les problèmes à résoudre. Dans le deuxième temps, s'atteler à trouver les solutions à ces sujets-là. C'est en réalité beaucoup plus, comment on dit en interleaved, mais alors en français, je ne sais même plus. Entrelacé. Entrelacé. C'est beaucoup plus entrelacé que ça. C'est pas à deux phases différentes, genre cycle en V, évidemment. La blague, c'était MOA, MOE, hein, mais on en parle Voilà, pas. donc évidemment, c'est pas ça. C'est pas le framework moderne. Si vous voulez en savoir plus, vous avez des références en fait dans le dernier slide. Il y a un bouquin qui s'appelle Empowered que je vous conseille à 100%. En tout cas, dans ce type de framework-là, vous avez donc traditionnellement souvent des équipes sur lesquelles il y a product manager ou product owner, appelez ça comme vous voulez, qui bossent sur la partie discovery. Et justement, un anti-pattern très classique, c'est qu'il n'y ait pas de tech. Si vous voyez qu'il n'y a pas de tech, pas de personne technique sur cette partie de discovery, c'est qu'il y a un problème. Si vous considérez, si vous découvrez les sujets sur lesquels on va bosser lors d'un kick-off de réunion de projet, il y a un problème. En fait, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est sérieux, c'est déjà, sérieux en fait. Déjà normalement, il y a un scope complet qui s'appelle la faisabilité sur lequel les techs sont censés contribuer, mais même de façon un peu plus large, j'ai envie de dire que l'ingénierie, ça sert aussi à définir des solutions. D'accord ? C'est pas uniquement le fait de les implémenter. Donc si vous ne voyez pas de tech dans ces étapes-là, il y a un souci. A l'inverse, en delivery, souvent voilà, c'est la phase où en
gros, on est en train de découper un peu les tâches, on est en train de se dire, voilà, c'est là où on est en train de définir un peu le plan, on a déjà défini les problèmes à résoudre et on va commencer à aller un peu plus dans le détail sur la solution elle-même. Si ici, vous avez des personnes qui sont en train de définir votre backlog, la gestion de votre temps, qui vous disent exactement le temps que vous pouvez passer sur les tests, la qualité, le machin, etc., et que vous êtes obligé d'aller négocier ce temps-là, là pour moi c'est un autre anti-pattern. N'attendez pas une personne en product owner ou product manager qui fasse ce boulot pour vous. La gestion de votre backlog, la gestion de votre temps, évidemment vous devez discuter avec les personnes qui sont product managers, mais c'est vous qui devez être autonome en tant que tech. J'aimerais juste savoir combien sont dans cette situation où il y a product manager ou product owner qui écrivent les tickets Jira, découpent le temps et avec lesquels vous devez négocier sur la qualité, etc., etc. Est-ce qu'il y en a qui sont dans cette situation? Personne. Je suis bluffé. Alors c'est. Et ceux qui participent au discovery avec le produit, vous le faites? Moyen? Un petit peu. De votre fait ou sur leur demande? Oui, non, mais c'est bien ça. La question, c'est que quand on n'est pas invité, on ne cherche pas à s'inviter et on ne va pas provoquer cette discussion-là. De dire c'est anormal que le CTO et le CPO soient conscients que c'est anormal qu'il n'y ait pas ces discussions-là. Pour générer effectivement ces invitations plus naturelles, quoi. De participer à ces parties-là, quoi. Justement, c'est une bonne transition parce que avec cette phrase, c'est parfois vous allez créer de la friction. Parce que vous n'êtes pas invité et que vous allez suggérer que ce serait bien que vous le soyez. Venir... Parce que, comme on l'a dit au début, il y a peut-être aussi une certaine... comment dire, on l'a mis en anglais, mais le fait d'advocate, le fait de promouvoir le fait qu'il y a un nouveau chemin de carrière pour les carrières techniques, le fait même de poser les stylos et de dire, bah, tiens, ce serait bien qu'on regarde un peu ce sujet-là parce que je pense qu'il est important. Il y a plein de moments en fait où vous allez bousculer des personnes sur la structure de la boîte, sur les problèmes sur lesquels il faut bosser, etc., etc. Et en fait, c'est tout à fait normal. En fait, c'est logique que ça arrive. Si vous êtes la personne qui contribue à faire en sorte qu'on trouve des solutions pas... Alors, Brian Jerk, moi en français, je préfère râleur de service. Ouais. C'est vraiment ce terme-là que j'aimerais qu'on arrive à bien isoler et on va en parler 2 secondes. Parce que le râleur de service, avant de parler de ça, ouais. Le râleur de service, c'est justement cette personne qui constamment est toujours dans l'opposition surtout, critique beaucoup d'éléments. Alors des fois à raison, mais pas avec la bonne façon de le faire. Et c'est vraiment, j'insiste, hein, il y a une façon de le faire. Pas une façon de râler, mais une façon de bousculer les habitudes, de faire en sorte que ça s'améliore. Qui ça? Et pas de nom. Non, on va essayer d'éviter. Non, mais on en a tous un, et la discussion, c'est qu'il est très proche de la vérité. Est-ce qu'il est au bon endroit, en fait? J'en ai connu effectivement des très très proches effectivement de la réalité, mais pas avec la bonne façon de l'exprimer. Et ça, c'est important de bien l'identifier. Parce que souvent, quand je pose la question aux personnes qui sont dans cet état d'esprit-là, tous me répondent bah oui, mais si personne ne le dit, que ça marche pas, en fait, bah, c'est dommage, personne ne va le savoir. Enfin, globalement, hein, c'est un peu ça la logique du truc. Et en fait, j'ai envie de dire, non, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est si ça n'apporte rien de constructif et si le seul résultat tangible de ça, c'est que ça démotive l'équipe, zéro. Oui, il y a de l'impact. Là, pour le coup, il y a de l'impact, mais c'est pas celui qu'on veut, quoi. Un bon staff sait dépasser ce stade-là. Il a sous la main un problème qui dépasse le cadre de l'équipe. Et il est capable d'aller poser le problème correctement avec les bonnes personnes pour trouver les bonnes solutions, plutôt que de dire je vous l'avais dit, ça ne marchera pas, je le savais. Ça, c'est toutes ces parties-là qu'on veut supprimer. Parce qu'en fait, s'il avait raison et qu'il a juste dit je vous l'avais dit,
bah, il n'a pas d'impact. Ça, c'est une bonne mesure inverse. Ou négatif. J'ai pas eu d'impact, alors qu'il avait une sacrée opportunité de l'avoir. Il était sur le bon problème, au bon moment, avec la bonne analyse, pas d'impact. Bah, pas staff, pas d'augmentation, pas de promotion. C'est tout. Donc Mais moi, c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. moi, j'ai envie de vous proposer un framework. Ce framework, pour ceux qui ont lu le bouquin qui s'appelle No Rules Rules, vous allez trouver que ça ressemble un petit peu, parce qu'en fait, il y a un bouquin qui parle de comment faire des feedbacks un peu aux gens. J'ai un peu adapté tout ça. Il y a des choses que je trouvais très bien pour en faire un framework sur comment est-ce que je fais des feedbacks, mais à l'organisation. Comment est-ce que je contribue à l'organisation. Première chose, c'est éviter le eux contre nous. À chaque fois que vous entendez cette phrase, enfin ces phrases-là dans l'entreprise, les sales, ils ont rien compris, le marketing, ils captent pas, machin, ceci, cela, l'équipe front, enfin bref, à chaque fois que vous entendez ce genre de phrases-là, il y a un truc qui va pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer des soucis éventuels qu'il pourrait y avoir entre les équipes de communication. Au contraire, mais il va falloir apporter des solutions, apporter des suggestions d'amélioration. C'est ça surtout. Pourquoi les râleurs sont toujours dans le back-office? Je sais. Je ne parle que de ce que je connais, je pense. Ça doit être ça. Non, mais je pense que vous voyez tous ce dont on parle. Et vous l'avez tous potentiellement vu. C'est facile et ça casse l'opportunité en fait. Ça casse la discussion, ça casse la relation et ça empêche l'impact. C'est simple, comme tu dis, c'est facile parce qu'en fait on est toujours dans des petits groupes avec lesquels on discute régulièrement et donc forcément ceux qui font bien les choses c'est nous. Et il faut vraiment sortir de ça. Il y a une phrase dans le bouquin là qui dit il faut pouvoir parler des personnes comme si elles étaient dans la pièce. Ouais. Et ça on le fait pas quand ils sont dans la pièce. Exactement. Très bon point. Deuxième chose, c'est qu'il faut que ça vise à améliorer les choses. C'est-à-dire que dire, je sais pas moi, si je prends un sujet technique, la CI elle est pourrie, globalement, ça n'aide en rien. Dire, je viens de passer, on a passé tant de temps en moyenne par personne sur chaque build, et en fait, si on voulait améliorer le temps de cycle, etc., on pourrait travailler sur tel ou tel sujet. Là, on est en train de se dire, on est en train de vraiment de parler d'amélioration, on est en train de dire d'un point de vue quantitatif, qu'est-ce qu'on pourrait viser mieux, et on est en train de, potentiellement derrière d'apporter aussi des solutions actionnables. Préparer à des solutions. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, voici les sujets sur lesquels on pourrait bosser pour peut-être améliorer les choses. Alors évidemment, je parle contextuellement, est-ce que vous avez considéré que ça c'était prioritaire par rapport à plein d'autres sujets? Peu importe, ça on va considérer que vous avez déjà fait le travail. Mais en tout cas, vous devez déjà avoir fait cette démarche-là. Et le quatrième point hyper important, c'est disagree and commit. C'est-à-dire que d'accord, pas d'accord avec la solution, il va falloir à un moment s'engager. Le nombre de fois où vous allez proposer des choses, mais qui vont être amendées par la suite par d'autres personnes, ou l'inversement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont proposer des sujets sur lesquels il faut bosser, et vous allez amender ces sujets, vous n'allez pas toujours arriver sur quelque chose qui reflète exactement votre pensée initiale. De toute façon, c'est simple. Bon, alors, moi, je l'ai vécu dans une boîte de 3 à 500. Quand on est 3, c'est facile. Au bout d'un moment, il y a forcément quelqu'un qui a eu raison complètement et la solution s'est implémentée telle que la personne l'avait imaginée. C'est plus du tout possible, évidemment, au fur et à mesure de l'évolution de la boîte. Et ça, il faut en faire son deuil, il faut l'accepter. Par contre, il faut s'engager sur le truc. C'est-à-dire que si vous êtes constamment à dire bah non, mais ça ne marchera pas, en fait, c'est bizarre, ça marche pas. Il y a une sorte de lien de cause à effet. Et à l'inverse, quand on sape le moral de tout le monde en disant « je vous l'avais bien dit », ça devient dur après de bosser ensemble en fait. Ouais, vas-y. Ouais, l'idée c'est ça, c'est qu'en fait, si à la fin on arrive tous sur une décision, je sais pas, le choix d'un framework, le choix de la priorité même des sujets sur lesquels il faut bosser, etc. Même si à la fin on n'est pas totalement, tout le monde n'est pas arrivé exactement à la même conclusion, tant pis en fait, il va falloir vraiment se dire, en tout cas je vais faire tout mon possible pour que la décision, déjà je vais la supporter au niveau des autres personnes qui n'étaient pas dans cette discussion initiale, parce que ça c'est aussi un truc, c'est souvent il y a une décision qui est prise dans un cercle,
puis après il faut l'expliquer ailleurs. Il n'y a rien de pire que ça, il y a un groupe de Non. X personnes qu'on dit ok, on est tous d'accord là-dessus. Réunion suivante, il y a un gars il fait ouais franchement, je l'ai dit pendant la dernière réunion mais c'était nul. Et franchement je suis pas d'accord du tout. Alors ça c'est horrible quoi. Enfin, c'est la conduite de changement derrière elle est infaisable. Donc c'est ça que j'appelle disagreement commit, c'est qu'à un moment ou à un autre il faut se dire tant pis. Et Je- il y a, Ouais. et il y a deux axes là-dedans. C'est un, accepter que les gens donnent des avis contraires. Donc ton avis, tout le monde sait que tu n'étais pas d'accord. Et c'est pas un problème, c'est bien. Tu as donné ton avis, donc tu as pu le donner. Tout le monde sait ton avis, que tu n'étais pas d'accord. Mais tout le monde sait que maintenant, tu es OK avec la décision qui a été prise et tu défendras cette position-là. Et du coup, les deux sont confortables. L'autre axe que moi j'ai aussi, que je travaille avant, c'est le agree to disagree. C'est d'être d'accord que il y a un point sur lequel le groupe n'est pas encore aligné, on ne sait pas encore, donc c'est un petit peu ici, là, c'est de dire on est sur un problème, on n'est pas encore d'accord, ça on marque, on n'est pas d'accord, et puis à un moment donné, on a décidé, quoi. Et on Ouais, n'est toujours pas d'accord sur le fond du truc, mais on a décidé, on a pris une ligne, on y va, et plus personne rame dans le sens inverse, quoi. Ça, faut apprendre à le faire en tant que groupe, parce que il vaut mieux faire un petit pas. Donc moi, ce que j'apprends aux gens, c'est de dire ok, t'as sûrement raison, mais laisse-les faire un pas, laisse-les comprendre et sois patient, ça reviendra. Le sujet, si t'as raison, le sujet il reviendra et tu auras une deuxième chance. T'as pas été assez bon pour convaincre, t'avais pas les arguments, ils n'étaient pas assez haut niveau, le machin. Est-ce que c'est grave de faire un premier pas, de faire une première boucle et en tout cas, c'est moins grave que tu rames dans l'autre sens en disant j'avais raison. alors bien sûr, je mets un. Voilà, globalement, c'est une attitude qui va permettre à tout le monde de progresser. Évidemment, quelqu'un qui serait constamment 100% du temps, tout le temps en disagree and commit, c'est quelque chose qui ne va pas, que ce soit dans la stratégie de la boîte, etc. Bon voilà, à un moment, il faut aussi accepter que peut-être qu'on n'est pas au bon endroit, quoi. Mhm. Bon, Mais mais ça c'est autre chose. Vraiment, celui-là, il est assez magique, hein. C'est de dire à son boss, je suis pas d'accord, mais je commit, ça lève tous les doutes. Et s'il a des rumeurs ou des choses comme ça de comportement, il pourra venir te voir en disant mais est-ce que c'est eux qui interprètent mal ton support ou est-ce que tu as vraiment cassé ton commit? Est-ce que tu as changé d'avis? Non, moi j'aime bien dire, je suis pas d'accord, mais je suis à fond, je sers le truc. Ouais, j'accompagne la décision, point. C'est acté. C'est pas du militaire, c'est justement pour la cohésion de l'équipe, quoi. Et en très gros, on va arriver un peu sur les derniers, les dernières choses. Alors, juste après, il y aura un peu un slide de récap avec plein de liens. Alors des liens, oui, sauf que c'est un PowerPoint et que vous voyez que l'image. Euh, Non, elle est en ligne, il y a la vidéo. mais en on va ligne la aussi, mettre, avec voilà, les on va la mettre à commentaires. disposition. Mais globalement, tout ça, c'était un peu pour, si on faisait un gros récap, pardon. On a parlé de plein de choses. On a parlé des chemins de progression dans l'entreprise. Donc, on a dit un petit peu, voilà, il devait exister les deux. Et si ça n'existait pas, n'hésitez pas à essayer d'un petit peu de Mm. provoquer les choses pour faire ça, pour que ça existe. Je parle souvent de sortir du bois, hein. Sortir du bois, c'est vrai dans cette partie-là. C'est aussi vrai dans les parties plus. Quand je parlais de discovery tout à l'heure, c'est il faut que vous vous invitiez dans les discussions technologique de façon justement à apporter quelque chose de plus dans l'entreprise. Il faut démontrer que ça va apporter quelque chose de plus dans l'entreprise et il faut que vous vous invitiez ensuite. Et voilà, après toute la discussion sur l'impact que vous allez créer, ce n'est pas uniquement lié à votre expertise technologique, c'est aussi lié à votre capacité à comprendre le business, à poser les stylos et à amener des gens avec vous. Et puis, Ouais. voilà. C'est plus facile d'aller comprendre le business que de le business comprendre la tech. Comme il faut bien faire une connexion, c'est à nous d'y aller. Il n'y a pas énormément de choix là-dessus, quoi. On peut peut-être se faire alors, visite guidée. On a fait une liste des meilleurs sans aucune objectivité. Track Dual Ladder qui ont été publiés. Donc on a fait les nôtres effectivement, mais il y a pas mal de bons exemples de dual ladder publiés, de différences, et surtout les critères. Allez regarder les critères pour les staff engineers, en quoi ça différencie du senior dev, en quoi ça sort du domaine pur
de la tech. Il y a un bouquin Staff Engineer pour les contributeurs individuels que moi j'ai découvert pendant la préparation du talk, qui est dingue. Tout est en ligne en fait. C'est un blog, c'est staffeng.com, où il y a pas mal d'interviews aussi de staff engineer, de principal. Il y a tous les principes qui sont derrière. Il est vraiment excellentissime sur le sujet. Pour voilà, tout le domaine de contributeur individuel, il donne vraiment un bon contexte pour ça. Autant que Manager Pass le fait pour la partie manager de Camille Fournier. Et le bouquin dont parlait Hugo, qui est Empowered, qui est la suite de Inspired, c'est les bouquins sur la partie produit et la relation entre le produit et la tech. Donc là, il y a beaucoup d'éléments extrêmement enrichissants. Donc on a pur contributeur individuel, track produit, relation avec la tech et le business, manager. Et sur la partie pure manager, il y a un très bon talk de Nicolas Elringer sur la partie manager. Il était manager chez Criteo. Et là, vous avez quelques sites un petit peu qui font référence sur soit les engineering leaders, donc c'est en gros la dual leader qu'on a décrit au début. Bon, celui-là, c'est celui qui est déjà décrit là-bas. Progression.fyi. For your information. For your information. C'est des frameworks en fait qui sont posés par différentes boîtes, donc des frameworks de progression de carrière. Et puis en fait celui-là c'est plus pour faire le buzz, mais vous allez trouver en fait des grilles de salaire de plein de boîtes différentes, notamment vous allez trouver celle de Facebook, des choses comme ça. Donc c'est sur la track individual contributor, c'est les grilles de contributeurs individuels, les salaires des contributeurs individuels des grosses boîtes. Ah. Donc ça n'a pas trop de relation avec les nôtres, mais non c'est sûr parce que c'est voilà des échelles anglo-saxonnes. Est-ce que ça a évoqué d'autres questions depuis tout à l'heure? Deux échelles, c'est-à-dire contribution individuelle ou management? Après, il y a Project Manager. J'ai un pote qui fait la SL pour dans quelques boîtes. Donc il peut y avoir Project Manager Tech. Ça pour et après, il y a la partie produit, il y a d'autres domaines, mais pour la tech... Après, il y a plein de nuances, puis après, ça dépend aussi de comment tu l'adaptes. Par exemple, là, ce qu'on a mis avec des titres software engineer, etc., tu peux l'adapter en data, tu peux l'adapter en QA. Et d'ailleurs, si tu cherches un petit peu sur LinkedIn, tu vas trouver des staff product designers, des principal product managers, etc., En fait, tu vas les trouver, ces trucs-là. Globalement, c'est pas... on enlève la partie un peu... je dirais core skills, quoi, les trucs qu'on est censé savoir faire dans notre métier. Tu vas retrouver les mêmes notions d'influence et d'impact en fait dans chaque métier. Mais je pense que c'est vraiment classique, c'est la branche expertise où tu creuses ton expertise et ton impact en tant qu'expert, et la branche manager d'un groupe d'experts. Les deux sont difficiles à faire en parallèle, quoi. Ah oui, bah allez-y. Dans la branche managériale, a-t-on besoin d'être senior? Senior, c'est-à-dire? Non, mais je pense voir... Enfin, peut-être que je me trompe en termes d'interprétation de la question. Mais effectivement, quand je me rappelle de mes premières années, il y a maintenant quelques temps, je suis arrivé dans une boîte de service, et il y avait des personnes qui arrivaient en management en junior, effectivement. J'ai envie de dire, c'est pas vraiment le modèle ici que je vais prôner. Je vais considérer qu'il va falloir, parce que on n'en a pas beaucoup parlé ici, mais c'est un métier qui n'est pas du tout simple de réussir à... parce qu'en fait, l'engineering management n'est pas la même chose que le project management. D'accord? On essaie de parler d'une autre façon de faire, c'est comment est-ce que je suis capable de donner le cadre idéal de façon à ce que des personnes qui soient seniors et moins soient les plus à l'aise possible. C'est vraiment un rôle de facilitation. On parle des fois aussi de servant leadership. Ouais, c'est créer les conditions de succès de l'équipe pour aller chercher à l'extérieur les recrutements, l'organisation, la relation avec les autres structures et compagnie. C'est tout ce qui est hors code, mais qui est quand même très tech.
Alors, je dis pas, hein, les soft Ouais, skills peut-être peuvent. Enfin, tu peux trouver des gens avec peu d'expérience qui arrivent à créer ces conditions de succès. Euh, bon, en tout cas, nous chez Malte, on a considéré que c'était un truc sur lequel on attendait quand même un minimum d'expérience pour pouvoir y arriver, quoi. on reviendra l'année prochaine avec cette partie-là du talk, parce qu'on a choisi justement de faire ça. Mais grosso modo, ce que je peux dire, c'est squad, tribe, entreprise, ça s'applique aussi. Le niveau d'impact, c'est-à-dire que tu gères 7-8 personnes, 2-3 squads, une vingtaine de personnes, 50 personnes, 100 personnes. Donc il y a un besoin de maturité, de seniorité quand même à gérer une dizaine d'équipes différentes qui sont éclatées sur pas mal de business et compagnie. Donc oui, je pense que le niveau d'impact et la notion d'impact, elle est importante, quoi. Et après, la seniorité, c'est encore Après, j'ai vu l'ancienneté, des c'est encore personnes autre qui chose. démarraient. Alors, c'est un truc qu'on n'a pas mis ici, mais et que tu retrouves aussi d'ailleurs dans les métiers un peu produits, genre product manager, c'est associate. Associate, souvent, ça veut dire justement quelqu'un qui est là un petit peu pour aider, En support. donc qui n'a Ouais. pas le scope complet, mais qui va potentiellement encadrer une ou deux personnes, essayer de créer les conditions de succès pour ça. Donc voilà, là on l'a pas mis ici, mais ça peut se trouver. D'autres questions? J'ai pas dit ça, j'ai dit que c'était une des réponses. Alors, C'est on une très reprend bonne. la question. Ouais. Ouais, je la reformule. J'aime beaucoup la question parce que évidemment j'ai des éléments de réponse sur celle-là. Donc c'est est-ce que finalement en tant que freelance, on est en mesure de passer sur la track un peu du dessus, avoir de l'influence, etc., etc. Alors c'est très dépendant des boîtes, c'est très contextuel, mais pour le coup j'ai envie de répondre que oui. En tant que free, en tout cas moi ça m'est arrivé d'avoir de l'influence assez forte. Ça va, il y a des boîtes sur lesquelles, globalement, ils vont tout bloquer pour que ce soit pas possible. J'ai connu des boîtes comme ça où tu étais dans des bureaux différents, voire même une tour différente. Tu avais une couleur sur ton badge qui montrait que tu n'étais pas de la boîte. Bon, là, clairement, ça marche pas, Un ces petit boîtes-là. tiret ext dans l'email. Ouais, 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 ce petit truc-là. Et encore, ça, je vais rien dire parce qu'on l'a pour le Oui, coup oui, chez je sais, Malte, mais j'ai pas. le -X, mais ça c'est le légal qui nous a forcé à l'avoir. Par contre, on fait pas de différence après dans les équipes. Et, et oui, j'ai été dans une boîte en particulier dans laquelle je me rappelle très bien, j'ai essayé de bousculer les lignes, tu vois, et les personnes me disaient mais t'es pas interne, toi. Voilà. Donc ça existe, cet état d'esprit-là. Si tu le vois et que ça te plaît pas, ben Bienvenue chez Malte. je ne dirai rien de plus. Mais l'inverse existe aussi. J'ai vu plein de boîtes dans lesquelles tu as des contributeurs individuels ou des managers d'ailleurs qui sont des freelances et qui arrivent à avoir de l'impact dans l'ensemble de l'entreprise. Et il n'y a personne qui se pose la question de savoir s'ils sont internes ou pas. J'ai envie même de te dire que si tu veux, en France, on parle de contrat de travail, etc. Mais en fait, il y a plein de boîtes qui bossent avec des gens dans d'autres pays et qui se posent pas la question de ça. En fait, c'est un détail d'implémentation, le contrat de travail. Hmm. Est-ce que la personne elle est contractor ou elle est, comment on dit, Full time. full time? Ouais, ça doit pas être ça, mais d'avoir un autre terme. Mais en tout cas, il y a des gens, ils se posent pas du tout la question. Donc, faut trouver la bonne boîte pour ça, mais ça existe. Moi, j'ai deux micro-réponses. Un, il existe des managers de transition ou des directeurs de transition. Donc, il n'y a pas de niveau dans l'entreprise où un freelance ne peut pas intervenir, avoir de l'impact et prendre une mission. Ça dépend de la mission qu'on lui donne. Donc, si tu as une mission de staff engineer, zéro problème. Donc, techniquement, il n'y a pas de blocage. Il peut y avoir effectivement des blocages de personnes autour de ça, mais c'est un bon point. Je ne sais plus le deuxième, mais Non, mais tu peux même, plus que ça, c'est-à-dire que là, tu parles de quelqu'un qui est missionné, mais tu peux même créer ta place. Enfin, c'est-à-dire que, oui, oui, tu peux créer la dual ladder en étant. alors sans parler de la dual leader, mais dire tu peux créer ta position et ton influence et tu peux aller dire non mais en fait ce problème-là je pense que c'est pas sur le bon sur lequel on est en train de bosser et en fait en fonction de la culture de l'entreprise ça passe ou ça passe pas quoi. Mais ça existe. Ouais. Le deuxième point, moi, que j'ai dans ces grilles-là, parce que c'est quand même des grilles de progression de carrière. Donc l'idée, c'est que quand même, on a envie que les gens restent 3-4 ans dans l'entreprise pour avoir de l'impact, pour prendre du temps. Il faut 1 an pour maîtriser des codes bases un peu complexes.
un an pour bien rentrer dans la dynamique. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que tu peux reposer le problème en disant attendez, c'est pas ça le problème fondamental de l'entreprise, personne l'a vu, l'éléphant dans la pièce, c'est techniquement des éléments. Donc il faut du temps quand même. Donc peut-être c'est ça, moi, la seule limite que je verrais sur la capacité, c'est avoir le temps d'opérer ça, quoi. Et d'en subir les conséquences. Ouais. Non mais c'est vrai, hein, c'est un... Bah, ça, alors, pour le coup, je pense que des fois, c'est plus facile en étant freelance de faire changer les choses que d'être interne aussi. Donc Non mais il y a parce que différents cas. c'est l'argumentation un petit peu classique Ouais. qui va se... Oui, oui. C'est, Oui, en mais fait, moi, vous ne serez pas là j'ai vu pour autre vivre chose, ça. c'est aussi, tu peux venir faire des changements radicaux par l'extérieur. Hmm. Donc ça peut être selon la mission, il y a aussi ça. Donc il faut impliquer les gens de l'intérieur pour bien les intégrer, mais ça existe aussi, quoi. Tu voulais... Hmm. Ouais. Ouais, là c'est vraiment une... Alors, pour reformuler, parce qu'on... euh, est-ce qu'il n'y a pas une notion un peu individualiste dans la notion de staff engineer que toi, tu dis, voilà, c'est pas ce qu'on conseille, c'est pas ce qu'on prône lorsqu'on est senior. Là, franchement, on est vraiment sur la partie culture d'entreprise, je pense. Ouais. C'est-à-dire que, non, c'est pas du tout une fatalité. Enfin, un staff engineer, c'est quelqu'un qui a évolué de la même culture, normalement, senior, etc. Donc c'est quelqu'un qui est quand même dans l'esprit d'équipe. Quand je dis que c'est quelqu'un qui est capable d'amener des personnes, c'est quand même quelqu'un capable de fédérer. C'est une excellente question, hein. C'est vraiment très très bien parce que justement, c'est le super team player. C'est pas l'expert qui est dans son coin. L'expert qui est dans son coin et qui a de l'influence sur personne, il est là. Il reste là pendant 20 ans. Celui qui a de l'impact sur plusieurs équipes transverses, que l'entreprise, ça c'est la reconnaissance par l'entreprise du team player. Si tu as envie de le formuler comme ça, moi ça me va très très bien, quoi. Et le principal, il est team player. Et la clé, c'est quand tu as de l'impact sur l'industrie, ben, tu te dis que oui, tu es team player. Alors tu peux être un certain jerk quand même, mais tu as un impact qui rayonne. Et si tu n'es pas team player, bah, tu auras plus de problèmes à avoir cet impact-là. Non mais ça attire en fait ça attire plein de questions on pourrait passer vachement de temps dessus, mais c'est par exemple comment tu détectes, enfin, est-ce qu'il y a des fois où tu peux pas ne pas, enfin, passer à côté de l'impact de quelqu'un sans que lui-même l'ait démontré, sans que lui-même ait été réclamé ça. Ça en fait c'est une question, honnêtement tu peux te la poser à plein de levels, hein. C'est pas une question spécifique au staff, c'est parce que j'entends parfois des personnes qui me disent mais moi je pense que j'ai de l'impact mais personne ne le voit parce que je le dis pas. Voilà. Je suis un peu perplexe en fait vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que, alors, je suis d'accord qu'il y a quand même un sujet qui est au niveau de l'engineering manager associé. Est-ce que cette personne est aussi capable de faire le support? En fait, c'est pour ça que j'ai dit que ce rôle-là, il est hyper important. Ouais. Ce sont ces personnes-là qui sont quand même, enfin, qui doivent créer les bonnes conditions de succès pour les personnes qui bossent avec elles. Ce sont ces personnes-là qui sont capables, normalement, de faire le relais de tout ça. Le directeur engineering, là, il y en a plusieurs chez Back Market, demande à ce qu'il y ait des staff engineers qui leur soient attachés pour pouvoir vraiment leur expliquer les enjeux techniques que eux sont capables de comprendre, mais ils n'ont pas le temps d'aller dedans et compagnie. Donc ils ont besoin d'avoir un staff engineer qui rayonne sur plusieurs squads pour venir expliquer, réexpliquer les stratégies techniques, de répondre aux questions et compagnie. Donc d'avoir vraiment cet impact à disposition pour son niveau, quoi. Et là, on est en train de mettre un truc en place chez Malte, c'est vraiment récent, hein. Ça s'appelle un hype doc. Donc en gros, c'est un document que en fait chacun remplit. Alors c'est pour l'instant, c'est pas tout le monde qui le fait, mais en fait, il a un template de document qui globalement va l'inciter à écrire au fur et à mesure, tout le temps, si tu veux, l'impact qu'il a. Et son engineering manager est censé l'aider à faire ça. Donc si tu veux, c'est un travail qui se fait un peu conjoint.
de façon aussi à susciter la discussion. En fait, ça crée de la discussion. C'est-à-dire que une personne peut dire, moi j'ai eu vachement d'impact là-dessus, et la personne en face va lui dire, est-ce que tu penses réellement, enfin, comment tu détermines que ça a eu de l'impact? Ou à l'inverse, est-ce que ça, tu penses pas que ça en a eu plus et que tu t'en es pas rendu compte? Donc c'est vraiment une discussion qui doit se faire à ce moment-là. Et ce document-là, après, il est très neutre. Et c'est ça qui va permettre, si tu veux, enfin, justement d'identifier les personnes et C'est vrai que c'est un peu mieux que le timesheet, quoi. le timesheet. J'ai bossé sur tel projet. Non, mais c'est ça, la comparaison, c'est par rapport à ça. C'est j'ai bossé sur tel projet, tel projet, tel projet, 3 heures. L'impact, il est plus dur à mesurer, quoi. Mm. D'autres sujets? Eh ben, Parfait. ce sera. Merci beaucoup. Merci à tous. Il y a quoi? Il y a un appel.